Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 99e, 99e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Celui qui vit dans le regard de l'autre se condamne à disparaître. André Gide. Alors oui, vous avez dû constater que cela fait désormais plusieurs mois que je n'ai pas posté d'histoire. Et je dois vous dire que l'histoire plus grande du monde m'a un peu désenchantée, figée, tétanisée, me conduisant à me demander si, dans le fond, ces histoires avaient un sens, compte tenu du regard que je portais sur le monde, mes contemporains. Je profite de ce joli matin ensoleillé. Peut-être entendrez-vous un chien au loin, l'eau qui coule, pour renouer avec le plaisir de vous raconter une histoire qui réchauffe le cœur. Pour à nouveau avoir envie de partager avec vous, je suis retournée aux sources. Je suis retournée à l'auteur avec lequel tout a commencé pour moi, Georges Bucay. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de l'ennemi redouté. Il était une fois, en un très lointain royaume, perdu au bout du monde, un roi qui aimait énormément se sentir puissant. Son désir de pouvoir ne se satisfaisait pas simplement d'en avoir, il lui fallait en outre que tous l'admirent pour sa puissance. J'aurais envie de vous dire que toute ressemblance avec serait fortuite. Mais je vous mentirais. De même qu'il ne suffisait pas à la belle-mère de Blanche-Neige de se trouver belle, lui aussi avait besoin de se regarder dans un miroir, lui disant combien il était puissant. Il n'avait pas de miroir magique, mais il était entouré d'un tas de courtisans et de serviteurs à qui demander s'il était bien le plus puissant du royaume. Invariablement, tous lui répondaient la même chose. « Altesse, tu es très puissant, mais tu sais que le mage a un pouvoir que personne ne possède. Il connaît l'avenir. » Bien oui, car à cette époque, alchimistes, philosophes, penseurs, religieux et mystiques étaient généralement qualifiés de mages. Le roi éprouvait une profonde jalousie à l'égard du mage du royaume, car non seulement celui-ci avait la réputation d'être un homme bon et généreux, mais en outre tous l'aimaient, l'admiraient et se réjouissaient qu'il existât et vécût parmi eux. Il ne disait pas la même chose du roi. Son besoin de démontrer que c'était lui qui dirigeait faisait que le roi n'était ni juste ni impartial, et encore moins bienveillant. Un jour, las d'entendre les gens lui raconter combien le mage était puissant et aimé, ou motivé par ce mélange de jalousie et de crainte que fait naître l'envie, le roi manigança un plan. Il organiserait une grande fête à laquelle il inviterait le mage. Après le dîner, il réclamerait l'attention de tous, il appellerait le mage au centre du salon, et devant les courtisans, il lui demanderait s'il était vrai qu'il savait lire l'avenir. L'invité aurait deux possibilités. Répondre que non et décevoir ainsi l'admiration de tous, ou répondre que oui et confirmer ce qui lui valait sa réputation. Le roi avait la certitude qu'il choisirait la seconde possibilité. Alors, il lui demanderait de dire à quelle date le mage du royaume allait mourir. Celui-ci donnerait une réponse, un jour quelconque, peu importait. À cet instant, le roi avait l'intention de dégainer son épée et de le tuer. De la sorte, il ferait d'une pierre deux coups. D'abord, il se débarrasserait de son ennemi pour toujours. Ensuite, il démontrerait que le mage ne savait pas lire l'avenir puisqu'il se serait trompé dans sa prédiction. En une seule nuit, disparaîtrait le mage et le mythe à propos de ses pouvoirs. Les préparatifs commencèrent aussitôt et bientôt, le jour de la fête arriva. Après le grand dîner, le roi fit venir le mage au centre et lui demanda
Est-il vrai que tu saches lire l'avenir ? Un peu, dit le mage. Et peux-tu lire ton propre avenir ? Demanda le roi. Un peu, dit le mage. Dans ce cas, je veux que tu m'en donnes une preuve. Quel jour mourras-tu ? Quelle est la date de ta mort ? Le mage sourit, le regarda dans les yeux et ne répondit pas. Que se passe-t-il, mage ? dit le roi en souriant. Tu ne le sais pas ? N'est-il pas vrai que tu puisses lire l'avenir ? Ce n'est pas cela, dit le mage, mais ce que je sais, je n'ose pas te le dire. Comment ça, tu n'oses pas ? dit le roi. Je suis ton souverain et je t'ordonne de me le dire. Tu as certainement conscience qu'il est très important pour le royaume de savoir quand il perdra ses personnages les plus éminents. Réponds-moi donc, quand mourra le mage du royaume ? Après un lourd silence, celui-ci regarda le roi et dit « Je ne peux te préciser la date, mais je sais que le mage mourra exactement un jour avant le roi. » Pendant quelques instants, le temps s'arrêta. Un murmure parcourut l'assemblée des invités. Le roi avait toujours dit qu'il ne croyait ni aux mages, ni aux prédictions. Mais ce qui est sûr, c'est que il ne prit pas le risque de tuer le mage. Lentement, le souverain baissa les bras et resta silencieux. Ses pensées se bousculaient dans sa tête. Il se rendit compte qu'il s'était trompé. Sa haine avait été une très mauvaise conseillère. « Altesse, tu es tout pâle, que t'arrive-t-il ? demanda l'invité. « Je ne me sens pas bien, répondit le monarque. Je vais me retirer dans ma chambre. Je te remercie d'être venu. » Et dans un mouvement confus, en silence, il fit demi-tour et s'achemina, songeur, vers ses appartements. Le mage était rusé. Il avait donné la seule réponse qui pouvait lui éviter la mort. Avait-il lu dans les pensées de son roi ? La prédiction ne pouvait être sûre, mais si elle l'était, le souverain était totalement déconcerté. Il lui vint à l'esprit qu'il serait tragique qu'il advint quelque incident fâcheux au mage. Le roi revint sur ses pas et dit à voix haute « Mage, tu es célèbre dans le royaume en raison de ta sagesse. Je te prie de passer cette nuit au palais. Je voudrais te consulter demain sur quelques décisions royales. » « Majesté, ce serait un grand honneur, dit l'invité en s'inclinant. Le roi ordonna à ses gardes personnels d'accompagner le mage jusqu'aux appartements des invités du palais et de garder sa porte pour s'assurer qu'il ne lui arrive rien. Cette nuit-là, le souverain ne put trouver le sommeil. Il était très inquiet en pensant à ce qui se passerait si le mage digérait mal le dîner, ou s'il se faisait accidentellement mal pendant la nuit, ou si tout simplement son heure était venue. Très tôt le lendemain, le roi frappa à la porte des appartements de son invité. Jamais de sa vie il ne lui était venu à l'idée d'aller consulter quelqu'un avant de prendre ses décisions. Mais cette fois, lorsque le mage le reçut, il lui posa sa question. Il lui fallait un prétexte. Et le mage, qui était un sage, lui donna une réponse correcte, originale et juste. L'ayant à peine écouté, le roi loua son hôte pour son intelligence et lui demanda de rester un jour de plus, prétextant vouloir le consulter sur une autre affaire. Évidemment, vous et moi savons que le roi tenait seulement à s'assurer qu'il ne lui arriverait rien. Le mage, qui jouissait de la liberté que seuls acquièrent les éveillés, accepta. Dès lors, chaque jour, le matin ou l'après-midi, le roi se rendait dans les appartements du mage pour le consulter. Et il prenait rendez-vous pour une nouvelle consultation le lendemain. Il ne se passa pas longtemps avant que le roi ne prit conscience que les suggestions de son nouveau conseiller étaient toujours justes et finit presque sans s'en apercevoir par en tenir compte dans chacune de ses décisions.
Les mois passèrent, puis les années, et comme toujours, se vérifia l'adage « Être près de celui qui sait rend plus sage celui qui ne sait pas ». Au fil des jours, le roi devint plus juste. Il n'était plus despotique ni autoritaire. Il cessa d'avoir besoin de se sentir puissant, et sans doute pour cette raison de vouloir démontrer son pouvoir. Il s'aperçut que l'humilité aussi pouvait avoir ses avantages. Il se mit à régner d'une manière plus sage, plus douce. Et il advint que son peuple se mit à l'aimer comme jamais il ne l'avait aimé auparavant. Le roi n'allait d'ailleurs plus voir le mage pour l'interroger sur sa santé, mais vraiment pour apprendre, pour partager une décision ou simplement bavarder. Les deux hommes finirent par devenir d'excellents amis. Jusqu'à ce qu'un jour, plus de 4 ans après ce dîner, sans raison, le roi se souvint. Il se souvint que cet homme qu'il considérait à présent comme son meilleur ami avait été son ennemi le plus détesté. Il se souvint de ce plan qu'il avait conçu pour le tuer. Et il se rendit compte qu'il ne pouvait continuer à garder ce secret sans se sentir hypocrite. Le roi rassembla son courage et alla jusqu'aux appartements du mage. Il frappa à la porte et dès qu'il fut entré, lui dit « Mon frère, j'ai quelque chose à te dire qui me serre la poitrine. »« Dis-moi, » répondit le mage, « et par là même, soulage ton cœur. Le soir où je t'ai invité à dîner et t'ai interrogé sur ta mort, en fait, je ne voulais rien savoir de ton avenir. J'avais l'intention de te tuer, quelle que soit la réponse que tu me donnerais. Je voulais que ta mort inattendue démystifie ta réputation de devin. Je te haïssais, parce que tout le monde t'aimait. J'ai tellement honte. » Le roi poussa un profond soupir et poursuivit. « Ce soir-là, je n'ai pas osé te tuer. Et maintenant que nous sommes amis, et plus qu'amis, frères, je suis terrifiée à la pensée de tout ce que j'aurais perdu si je l'avais fait. Aujourd'hui, j'ai eu le sentiment que je ne pouvais continuer à te cacher mon infamie. Il me fallait te dire tout cela, afin que tu me pardonnes ou me méprises, mais sans duplicité. » Le mage le regarda et lui dit « Tu as tardé longtemps avant de pouvoir me le dire, mais quoi qu'il en soit, je suis heureux que tu l'aies fait, parce que c'est la seule chose qui me permet de te dire que je le savais. Lorsque tu m'as posé la question en caressant de ta main la poignée de ton épée, tes intentions étaient si claires qu'il n'était nul besoin d'être devin pour les deviner. » Le mage sourit et posa sa main sur l'épaule du roi. « Comme juste réponse à ta sincérité, je dois te dire que moi aussi je t'ai menti. Je t'avoue que j'ai inventé cette histoire absurde de ma mort avant la tienne pour te donner une leçon que tu es aujourd'hui en mesure d'apprendre. Peut-être est-ce la chose la plus importante que je t'ai enseignée. Bucaille raconte que nous allons de par le monde en haïssant et rejetant des aspects d'autrui et de nous-mêmes que nous croyons méprisables, menaçants ou inutiles. Il ajoute que si nous prenions le temps, nous finirions par nous rendre compte de tout ce qu'il nous en coûterait de vivre sans ces choses que nous avons rejetées à un moment donné. Et il poursuit son récit. Ta mort, mon cher ami, adviendra exactement le jour de ta mort, pas une minute plus tôt. Il est important que tu saches que je suis vieux, que mon heure est certainement proche. Il n'y a aucune raison de penser que ton départ doive être lié au mien. Ce sont nos vies qui sont liées, pas nos morts. » Le roi et le mage s'étreignirent et trinquèrent à la confiance que chacun ressentait dans cette relation qu'ils avaient su construire ensemble. La légende raconte que mystérieusement, cette nuit même, le mage mourut dans son sommeil. Le roi apprit la mauvaise nouvelle le lendemain matin. Il se sentit désolé. Il n'était pas angoissé à l'idée de sa propre mort. Le mage lui avait enseigné à se détacher de tout, y compris de sa permanence en ce monde. Il était triste de la mort de son ami.
Quelle étrange coïncidence avait fait que le roi pût raconter cela au mage juste la veille de sa mort. Peut-être, de façon mystérieuse, le mage avait-il fait en sorte qu'il pût lui dire cela pour pouvoir le libérer de sa peur de mourir un jour plus tard. Un ultime acte d'amour pour le libérer de ses craintes d'un autre temps. On raconte que le roi se leva et que de ses propres mains, il creusa dans le jardin sous sa fenêtre une tombe pour son ami le mage. Il y enterra son corps et le reste de la journée demeura à côté du monticule de terre, pleurant comme on ne pleure que lorsqu'on est confronté à la perte des êtres les plus chers. Et à la nuit tombée, le roi rentra dans ses appartements. La légende raconte aussi que, cette nuit-là, 24 heures après la mort du mage, le roi mourut dans son sommeil. Peut-être par hasard, peut-être de douleur, peut-être pour attester le dernier enseignement de son maître. Qu'avez-vous perçu? Avez-vous ressenti que le besoin d'admiration peut devenir une prison? Que lorsque notre valeur dépend du regard des autres, notre pouvoir devient fragile? Que lorsque nous nous comparons, nous érodons notre paix intérieure? Que notre envie n'est souvent non pas vraiment d'un manque réel, mais d'une comparaison mal orientée? Qu'affaiblir l'autre pour se sentir plus fort n'est pas un chemin vertueux? Avez-vous identifié que le pouvoir qui cherche à se prouver finit par devenir dangereux? Quand notre pouvoir se fonde sur notre ego plutôt que sur notre sens intérieur, alors il devient destructeur. Pour soi, certes, mais aussi pour les autres. Évidemment, vous le savez, notre vraie autorité ne se décrète pas. Elle se ressent, elle se vit. Alors, j'aurais envie de vous demander, de qui ou de quoi avez-vous besoin pour vous sentir valable ou légitime aujourd'hui? Et si ce miroir venait à disparaître, que resterait-il de votre sentiment de valeur? Et puis, nous pourrions poursuivre par: y a-t-il dans votre vie quelqu'un dont les qualités éveillent en vous de la jalousie, de l'envie? Et que feriez-vous si vous imaginiez que cette personne devienne une source d'inspiration plutôt qu'un rival imaginaire? Enfin, j'aurais envie de vous réemmener à un endroit où vous avez ressenti très fort votre autorité intérieure, une forme de puissance tranquille, sans le besoin de convaincre et d'impressionner. Vous l'aurez compris, ce conte nous parle moins d'un roi et d'un mage que de ces deux voix en nous, celle qui veut briller aux yeux du monde et celle qui rayonne depuis l'intérieur. Dites-moi, dites-vous, laquelle dirige votre royaume intérieur aujourd'hui? Voilà, je vous remercie. Nous avons terminé ce moment d'Histoire pour les grandes personnes. Je vous retrouve bientôt pour une 100e histoire. Et je crois qu'à ce moment-là, je vous raconterai ce qu'est mon nouveau projet. À bientôt. Merci. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche, à partager cette histoire à quelqu'un qui vous dit qu'il est écrasé par le regard de l'autre. Pensez à commenter ce podcast sur les plateformes et à m'écrire si vous en avez envie. Et si cette histoire a résonné, si il vous vient que peut-être vous gagneriez à être accompagné, alors prenez contact. À bientôt. Au revoir. Les choses qu'on dit le plus, sont aussi toutes celles qu'on vit le moins.